Merci d'être venus aussi nombreux, j'ai envie de dire. Euh, je me présente, je suis Youssef de l'association Salam Sciences Po, dont vous avez ici à gauche deux autres membres. On s'associe, on est fiers et très honorés de s'associer avec l'INALCO pour la projection d'un film, les musulmans polonais, l'inattendue rencontre. Et c'est un documentaire qui est produit par William, alors j'ai peur de mal prononcer le nom, Balowa, voilà, c'est la prononciation polonaise, et qui retrace en fait l'actualité de la communauté musulmane en Pologne, qui est bien plus ancienne qu'on peut l'imaginer. Alors, avant d'introduire les invités, je vais tout d'abord remercier l'INALCO qui nous a permis, qui nous a offert gracieusement cet amphithéâtre et tout le matériel qui va avec. Enfin, qui nous l'a en tout cas prêté, plutôt. Ensuite, je voudrais aussi remercier certains des partenaires, dont l'ambassade de la République de Pologne à Paris, dont justement l'une des invitées n'a pas pu venir et elle s'excuse auprès de vous ce soir. C'est alors Małgorzata Grączewska, voilà, qui est l'attachée culturelle et scientifique de l'ambassade de Pologne à Paris, qui n'a donc pas pu venir et qui s'en excuse ce soir. Alors, les autres partenaires que l'on souhaite remercier sont Saphir News, StatX et l'Institut polonais de Paris, ainsi que Light Inc., l'Institut polonais de Paris, représenté ce soir justement par Marzena Moskal, qui est chargée de cinéma et littérature à l'Institut polonais de Paris. Voilà. Donc, alors le premier invité que je vais introduire après Marzena, c'est le docteur Bruno Drążski, qui est maître de conférence à l'INALCO et spécialiste en civilisation polonaise oui, c'est ça. Qui travaille notamment sur les identités sociales et nationales en Europe médiane et contemporaine, et plus précisément sur les bases sociales de la transition systémique en Pologne, Biélorussie et en Ukraine, et en comparaison avec les autres pays ayant expérimenté la voie capitaliste de transition. Il est également fondateur du Centre de recherche en relations internationales à la chaire de sciences politiques de l'université de Rzeszów, en Pologne. C'est pas facile. Et donc qui va commencer par nous situer le contexte historique en fait. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, bravo, vu vos efforts de prononciation polonais, vous êtes mis à la section de polonais de l'INALCO. Voilà, donc oui, alors ce que je voulais dire, je vais dire brièvement, mais je pense que c'est important parce que cette soirée est consacrée donc à une communauté très ancienne. Et c'est ça qui est intéressant de connaître dans l'histoire de Pologne, c'est que la Pologne, comme d'ailleurs la Lituanie et la Biélorussie, sont des pays qui abritent différentes communautés religieuses depuis pratiquement les origines, et les musulmans en Pologne, Lituanie et Biélorussie sont présents depuis le XIVe siècle, sans discontinuité jusqu'à l'heure actuelle. Donc c'est important quand même de savoir cela. Et ces musulmans sont donc d'origine tatare, et les Tatars se sont établis en Pologne en tant que militaires, et donc il y a une tradition dans l'armée polonaise qui a duré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui en fait, qui donne aux Tatars des droits, et qui faisait que les Tatars avaient le statut, les droits identiques à ceux de la noblesse polonaise, ce qui est évidemment assez exceptionnel à l'échelle des pays européens, et ça mérite évidemment d'être connu. Et le fait que la Pologne était au XIVe, XVe, XVIe siècle un des seuls pays
pays au monde où toutes les communautés monothéistes étaient présentes et représentées, a joué un rôle fondamental dans le développement de la culture de l'Europe centrale, de l'Europe orientale. Et je pense que c'est dans ce domaine, dans ce contexte-là que ce film présente un jour, enfin la Pologne sous un jour tout à fait méconnu. Par ailleurs, je pense qu'à l'heure où, dans les pays d'Europe occidentale, on pose la question du multiculturalisme, cohabitation entre populations différentes, il est important de savoir qu'un pays comme la Pologne et ses voisins, c'est-à-dire Lituanie et Biélorussie, ont abrité, donc depuis pratiquement le Moyen-Âge, une communauté musulmane qui s'est intégrée au pays à côté d'autres populations, d'autres communautés. Bien entendu, les choses ont un peu changé, vous le verrez dans le film, c'est-à-dire qu'à côté évidemment de ces musulmans traditionnels, donc originaires du monde tatar et turco-tatars en fait, sont venus évidemment s'ajouter au XXe siècle des immigrés, il y a aussi des phénomènes de conversion, tout cela sera abordé dans le film, vous le verrez. Enfin, je voulais vous donner ce bref aperçu pour que vous ne soyez pas d'emblée étonnés, pour aussi bien les étudiants d'ailleurs de la section de polonais qui ne connaissent pas forcément, que les étudiants des autres départements hors Europe centrale, que vous sachiez que la Pologne est multiculturelle depuis le Moyen-Âge. Bonsoir, je voulais juste dire qu'en fait, je me rappelle très bien quand William Barewo il arrivait à l'Institut polonais pour présenter son film, et je me suis dit William Barewo, alors français d'origine polonaise, qui décide de traiter ce sujet peu connu. Et en plus, le côté de chercheur, alors étudiant des Sciences Po, je me suis dit qu'effectivement, le film et les sujets traités par lui, ça peut être encore plus intéressant. Alors, je suis très contente d'assister à cette projection d'aujourd'hui, surtout à INALCO, où effectivement, on peut présenter la Pologne multiculturelle, et je peux voir aussi le public si mélangé et différent. Je suis très contente et j'ai hâte de voir le film avec vous. Donc j'espère que vous avez apprécié ce film, qui est en tout cas personnellement c'est une vraie surprise de voir cette communauté musulmane en Pologne, parce que la Pologne, quand on pense à la Pologne, c'est d'abord et avant tout à la religion catholique et au pape Jean-Paul II, entre autres. Et donc là, voir une communauté très ancienne, qui est aussi à la fois très intégrée, en tout cas pour la plupart, et qui, à travers ce magnifique film, on peut voir que voilà, c'est une communauté vivante et pleine de diversité, de couleurs, mais qui a aussi qui fait face aussi à ces problèmes, à ces problématiques qui lui sont uniques. Et donc, on accueille Marwan Mohammed, qui était anciennement le porte-parole du CCIF, qui va nous rejoindre juste à la fin du film. Alors, Marwan Mohammed, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est ingénieur en mathématiques financières et statistiques et fondateur du média alternatif Full Express. Alors, il est aussi actuellement président de l'agence de conseil en statistique Statix. Il travaille sur le projet IMAN, coordonnant différentes organisations dans 10 pays européens dans la lutte contre l'islamophobie, et pilote également le projet de data visualisation, Visual Racism, produisant notamment, entre autres, des infographies illustrant le traitement des minorités en Europe. Et une dernière chose qu'on m'a dit de souligner, c'est qu'il aime le chocolat. Donc voilà, alors je vais lui laisser la parole parce qu'il a quand même pu voir le film avant, et donc il va nous faire part de ses réactions, et aussi notamment du problème qui existe malheureusement de l'islamophobie en Pologne. Bien, bonsoir à tous, je m'ai l'air bien renseigné. Alors, j'ai un exercice assez précis, c'est de parler pendant 10 minutes sur des questions de statistiques en lien avec les minorités.
Donc, je ne vais pas traiter spécifiquement de la question de l'islamophobie, mais d'essayer de répondre à la question, si on regardait les minorités sous l'angle des statistiques et des probabilités, est-ce qu'il y aurait des probabilités, est-ce qu'il y aurait des propriétés qui reviennent et qui sont récurrentes, qui sont notables. D'accord ? Alors, quand j'ai vu pour la première fois le documentaire de William, il y a quelque chose qui m'a... D'abord, c'est un documentaire qui m'a touché, qui m'a ému. Et il y a quelque chose qui me touchait particulièrement, c'est l'espèce d'humanité qui se dégageait des personnages. Quelque chose qui crève l'écran et qui vient dire, voilà, je suis un être humain plein et entier. Il y a des choses qui me traversent, il y a des choses qui me marquent. Voilà comment j'ai envie de te parler, voilà ce que j'ai envie de te dire de moi. Aussi le fait que devant la caméra, ils sont en situation de confiance, d'accord ? Ils sont en situation de confiance parce qu'il y a quelqu'un qui les écoute et qui les filme avec une empathie. Et ça dénote avec un certain nombre d'autres documentaires qui vont aller étudier des minorités ou qui vont aller se mettre en situation. On sent qu'ils sont en confiance et ils disent quelque chose sans avoir peur d'être jugés négativement, sans avoir peur d'être vus à travers cette espèce de lentille, à travers cet objectif comme un phénomène d'attraction. Et donc il y a une espèce d'humanité qui se dégage, mais aussi, et ce sera le sujet qui m'intéresse, une espèce de normalité. D'accord ? Et cette normalité, je l'interroge au sens statistique du terme. C'est quoi la normalité ? Eh bien, dans une population, dans un groupe, il y a un effet de norme. Il y a une pratique qui se dégage comme étant la norme. La norme au sens statistique, c'est celle qui est reprise, celle qui est utilisée, celle qui est marquée par le plus grand nombre d'individus, par la majorité. D'accord ? Et donc, être dans la norme, c'est être dans la norme au sens statistique, donc être dans la pratique majoritaire, mais c'est aussi être dans la norme, c'est-à-dire la norme, le cadre qui est accepté, faire pleinement partie du cadre, ne pas avoir l'impression d'être en contradiction avec le cadre dans lequel on vit, un cadre de valeurs, un cadre culturel, un espace juridique, en tout cas être dans cette norme-là et dire en fait, dans ce cadre-là, j'en suis. D'accord ? Et en tant qu'homme musulman vivant en France, le fait de voir une minorité musulmane dans un autre pays qui, pour le coup, apparaît comme étant normale, ça me posait question. Parce que là, il y avait un conflit direct entre la norme numérique, statistique, et la norme sociale. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que faire partie du paysage, être dans une appartenance minoritaire, apaisée, intégrée, ça, c'est quelque chose qui ressortait du documentaire. Et donc, ça me faisait porter un constat critique, en fait, à propos de l'injonction à la normalité. Pourquoi ? On a un président de la République qui, si vous vous en rappelez, clamait qu'il voulait être un président normal. En vérité, c'est tout ce qu'il est. D'accord ? Et quand il disait ça, il voulait mettre hors jeu Nicolas Sarkozy en expliquant que son comportement en tant qu'homme politique était anormal, au sens inacceptable, hors du champ de ce que devrait être un homme d'État. Et puis il s'est avéré être un président normal, c'est-à-dire qu'il ne déçoit pas puisqu'on n'attend rien de lui. Et quand on interroge les gens sur quel est votre sentiment de François Hollande, est-ce que vous êtes déçu ? Pour que je sois déçu, encore faut-il que j'attende quelque chose. Or, il est dans la norme, il est normal, il ne me surprend pas, il est comme tous les autres hommes politiques. Et les sondages sortis d'urne, pour ceux qui acceptaient de donner leur vote, quand on posait la question, est-ce que vous êtes dans un sentiment de déception ou de rejet ou d'adhésion à ce qui est fait par le gouvernement, ils disent on n'en attendait rien, et donc on les aime pas, mais on n'en attendait pas grand-chose non plus. Donc cette injonction à la normalité, elle fait partie aussi d'un certain nombre de processus d'intégration. S'intégrer, c'est rejoindre la norme. Dans l'acception qu'on veut bien en faire. Mais ça pose un certain nombre de problèmes. Rejoindre quelle norme ? Rejoindre une norme statistique, à savoir la pratique majoritaire, la façon d'être français majoritaire, la façon d'être polonais majoritaire, d'accord ? Ou rejoindre une norme juridique, une norme sociale qui dit voilà, tu as le droit d'être différent et ça fait partie de la norme. Être différent, ça fait partie de la norme. Être dans une société multiculturelle, c'est reconnaître que la norme n'est pas normative.
C'est-à-dire que la pratique majoritaire n'a pas vocation à s'imposer à l'ensemble des membres de la communauté. Et il y a même des cas où ça peut encore poser plus de problèmes. Parce que, permettez-moi de le dire, il me semble anormal de vouloir être normal dans une société anormale. Je m'explique. Si on vit dans une société qui verse dans le cynisme, si on vit dans une société qui, plutôt que de fabriquer le meilleur mode de vie ou le meilleur être humain, vise à fabriquer le meilleur téléphone, rentrer dans la norme, accepter ce champ-là, accepter cette idéologie-là, ça ne me semble pas normal. Ça ne me semble pas aller de soi. Comprenez ce que je veux dire? Donc, rejoindre la norme, parfois, ça peut être problématique. Parce que qui a envie d'être normal dans une société anormale? Qui a envie d'être dans ce troupeau qui juge comme étant normal qu'on ferme des usines et que le seul choix politique, c'est les modalités des capitulations? Qui a envie d'être dans ce mouvement-là? Qui a envie de croire que chaque année, il y a des gens qui meurent en hiver et que c'est normal et qu'il faut l'accepter? Il faut s'en indigner de manière passagère, puis revenir dans l'ordre. Qui a envie de croire que c'est normal de détruire des camps roms et de dire qu'ils sont un danger sécuritaire pour le mode de vie français? Qui a envie d'être dans cette norme-là? D'accord? Donc, la normalité, elle est une notion à interroger, et dans certains cas, ça peut être parfait, et ça peut être bien accompli d'être normal. C'est le cas des personnages qui sont dans le documentaire. Je m'inquiéterais pour des minorités dans des quartiers qui sont pointés du doigt, dans des quartiers à forte tension économique, sociale ou autre, et qui se disent c'est la norme, c'est comme ça que ça doit être. D'accord? Ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Le deuxième, c'est l'effet de minorité. La notion de minorité, souvent c'est appliqué à une minorité numérique, c'est-à-dire on est un petit nombre, on est une petite fraction d'un groupe qui est beaucoup plus large. Et lorsqu'on interroge, c'est le cas dans ce qu'on a fait dans l'étude Visual Racisme qu'on publiera bientôt sur fullexpress.com, lorsqu'on interroge des groupes minoritaires, les Roms dans certains pays d'Europe de l'Est, la communauté juive dans certains autres pays, la communauté musulmane, les migrants, les réfugiés, ainsi de suite. On leur dit, qu'est-ce que c'est pour toi être dans la minorité? Et ils n'expriment pas le fait de juste être moins nombreux que d'autres groupes dans la société. Non, ils disent, être minoritaire, c'est avoir moins de possibilités dans un environnement donné, c'est être dans une condition qui est différente de celle du groupe majoritaire. En d'autres termes, ils ont transformé ce qui était une minorité numérique en une minorité, ou un sentiment de minorité juridique, sociale et culturelle. D'accord? Or, ce n'est pas du tout le cadre qui est le nôtre. Représenter 5% de la population française, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a 5% des droits de l'homme. D'accord? Représenter 2% de la population yougoslave, ça ne veut pas dire qu'on a droit à 2% du respect des êtres humains. D'accord? Non. Être minoritaire numériquement, ça ne veut pas de soi avec une réduction des droits ou une réduction de la condition des individus. Or, psychologiquement, beaucoup des minorités à travers l'Europe intègrent ça et se disent que si on est petit numériquement, alors on a une plus grande chance d'être traité de manière problématique, et il faut s'en satisfaire en quelque sorte. On n'a pas le droit à beaucoup plus de respect que ça. Donc cette transition minorité numérique à minorité culturelle ou minorité juridique, elle est l'une des formes d'intériorisation du préjudice qui est la plus présente dans les communautés cibles du racisme aujourd'hui en Europe. Et ça s'interroge de la manière suivante: quand on leur pose la question est-ce que tu as déjà été victime ou témoin d'un acte raciste ou d'un acte de discrimination te visant ou visant quelqu'un de ta communauté cible, beaucoup d'entre eux le notent. Donc on a des pourcentages, des combinaisons communauté plus pays qui sont alarmantes. Donc pour un Nord-Africain en Italie, on a 74% de chances d'être discriminé. Pour un Rom en République tchèque, on a 82% de chances d'être discriminé dans les 12 derniers mois. Donc l'expérience de discrimination ou l'expérience de préjudice, elle est très présente. Est-ce que tu as déposé plainte ou est-ce que tu as déclaré l'acte? Seuls 18% d'entre eux déclarent les actes. Et la première raison qui est invoquée lorsqu'on demande pourquoi, il y a 4 raisons principales. Les 2 premières, c'est « ça ne sert à rien ». C'est-à-dire qu'on ne me reconnaîtra jamais dans le préjudice que j'ai subi. Le deuxième, c'est « je ne sais même pas que c'est illégal ».
Je ne vois pas où est le problème qu'on me refuse un logement ou qu'on me refuse l'accès à l'hôpital. Je ne vois même pas où est le problème. Donc j'ai complètement intériorisé le fait et j'ai complètement accepté le fait qu'on peut me traiter comme ça, c'est relativement normal. Et puis le troisième point, et je clôturerai là-dessus, c'est ce qui a trait au champ des possibles. D'accord ? Ce qu'on voit à travers l'histoire, à travers les mouvements sociaux, à travers les changements qui sont impulsés, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être une majorité pour impulser un changement. D'accord ? Un changement majeur, et dans tous les sens du terme. Dans une élection, le pouvoir n'est pas réellement dans la masse, il est dans l'arbitrage. Quand on voit les systèmes politiques qui sont les nôtres dans nos démocraties modernes, on voit que de plus en plus, il y a des scores électoraux qui sont très serrés. Et une relative indifférence entre un candidat et l'autre sur les questions importantes. Le déterminisme du vote se fait très souvent dans les derniers jours et il se fait sur des paramètres qui ne sont pas le cœur du programme. Non, puisqu'on ne croit plus tellement dans la capacité des politiques à accomplir leur programme. Non, il est plutôt sympa quand il parle à la télé, je trouve qu'il passe bien. Ou j'ai une copine qui a voté pour son parti la dernière fois et qui était relativement contente de ce qu'ils ont fait dans la ville. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc des marqueurs qui sont périphériques et qui font que des élections basculent à des pourcentages relativement faibles. Ça marque une relative indifférence sur certaines formes de positionnement politique, et ça fait que le pouvoir réel, aujourd'hui, il est dans la puissance de basculement, dans la capacité d'arbitrer une élection, soit de faire gagner un candidat, soit d'en faire perdre un autre. De la même manière, quand on regarde des mouvements de masse, qui sont par exemple des mouvements de mode, ou des mouvements d'épidémie, on voit que le nombre d'individus qui ont prescrit la masse sont une minorité. D'accord ? Et donc, il n'y a pas besoin d'être une majorité pour pouvoir impulser des changements dans une société. La plupart des changements majeurs viennent d'une minorité qui ensuite prescrivent d'autres groupes d'opinion. Le paradigme, pour bien comprendre les basculements d'opinion et les changements sociétaux, c'est le champ de l'épidémiologie. D'accord ? Quand vous avez des marques ou quand vous avez des partis qui vous disent on a envie d'être viral, il faut les prendre au sens propre du terme. C'est-à-dire on a envie d'avoir les caractéristiques d'un virus dans sa propagation dans une société. Être hautement contagieux, d'accord ? Pouvoir toucher des gens qui vont être des nexus, c'est-à-dire qui touchent d'autres réseaux les uns les autres, et de les toucher de manière non réversible. D'accord ? Et ça, c'est les caractéristiques d'un virus tel qu'on les connaît. Si vous enlevez la notion problématique et le fait que les gens meurent à la fin et ainsi de suite, les caractéristiques en termes de communication, d'impulsion, de changement, elles sont relativement investies par les marques et elles sont intéressantes du point de vue de la compréhension. Pourquoi ? Parce que il y a un changement de narrative de narration qui a opéré auprès des minorités. Comme je disais tout à l'heure, quand on les interroge, leur confiance dans leur capacité à pouvoir changer leurs conditions, leur niveau de confiance et leur niveau de conscience est très, très, très faible. Donc, s'il y a quelque chose qui est nécessaire à impulser, c'est également le récit à travers lequel ils se racontent, le récit à travers lequel ils définissent leur champ des possibles. Ce qui est décisif dans la mise en capacité d'une communauté, qu'il s'agisse de telles minorités en Pologne, ou des Roms en Moldavie, ou des musulmans en France, ou des migrants au sud de l'Espagne, et ainsi de suite, ce qui est décisif dans la mise en capacité d'une communauté cible, c'est pas uniquement le fait de proposer un cadre juridique qui va être protecteur vis-à-vis d'eux. D'ailleurs, on voit que dans certains pays, quand le cadre juridique est protecteur vis-à-vis de ces minorités-là, on va le changer pour qu'il puisse permettre de discriminer. Non, c'est aussi la capacité à impulser parmi eux et chez eux et avec eux des formes de récits à travers lesquelles ils se sentent capables de changer leurs conditions, capables de changer la manière dont ils vivent, capables de changer l'environnement dans lequel ils vivent. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas juste les minorités dont on parle, c'est nous tous, parce qu'on est tous des minorités. On a tous une singularité qui fait qu'on n'est pas comme la masse dont on parlait tout à l'heure. On n'est pas celui qui s'habille comme ci ou comme ça. On n'est pas celui qui pense à l'intérieur d'un parti un tout monolithique. On n'est pas celui qui est un employé dans l'entreprise et qui remet jamais en question les formes de comportement du management et ainsi de suite. On n'est pas comme ça. Et donc on a tous une forme de singularité et donc on est tous touchés par cette nécessité, par cette envie, celle de changer le monde. D'accord ? Et je m'arrêterai là-dessus en vous expliquant que changer le monde, c'est aussi une histoire, c'est aussi un récit. Et c'est ce récit-là
qui transforme un rêve en projet. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons au terme de cette séance et je tenais bien entendu à remercier tous nos invités qui sont désormais partis, qui nous ont vraiment honorés par leur présence. Bruno, merci pour ton expertise. Merci à Salam Sciences Po, à l'INALCO pour avoir animé le débat, nous avoir accueillis, bien entendu Saphir News pour avoir relayé l'information. Et avant que nous nous quittions, je tenais à partager une dernière chose avec vous, la véritable leçon que j'ai apprise en Pologne. Car je pense que au temps où l'on met en doute l'existence et la possibilité d'une Europe multiculturelle, eh bien, il se trouve des pays comme la Pologne où on peut répondre fièrement que « Désolé, multiculturalisme va bien, merci ». Mais ça me fait penser que nous sommes dans une Europe où des voix extrêmes et entêtées nous questionnent, nous, citoyens européens, sur notre identité. Des voix qui, à force d'obscurs préceptes, nous invitent simplement à réécrire le concept, identité. Lorsqu'on évoque, il s'agit de mettre une étiquette, je dirais même il s'agit de révoquer l'équivoque. C'est en perdre la tête. On tente en fait d'isoler, on tente de caser, de trouver des invariants à travers une innommable pléthore d'éléments. Ça me fait penser, vous avez entendu d'un gars qui s'appelle Edgar Morin? Non? Non, vous devriez. Un scientifique brillant, et cet homme l'est de loin. Parmi ces thèses, ces fantastiques thèses, il y a justement celle que, eh bien non, nous n'avons pas qu'une identité. Et tous autant que nous sommes, mes amis, nous sommes le fruit de construction, de brassage et de mélange culturel, éthique et spirituel. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire un petit peu de terrain en sociologie ou de regarder dans la rue. Que nous dit la société? La société nous dit que l'identité humaine, elle n'est pas un mouvement, elle n'est pas un moment, elle n'est pas un instant, mais elle est un mouvement permanent. Qui suis-je ici et maintenant? C'est aussi qui étais-je et que plus tard serai-je? Prenons un exemple, quelque chose de bête, je ne sais pas, moi par exemple. Certes, j'ai ma nationalité française, je suis citoyen français, mais je suis tout autant, pour répondre les mots d'un célèbre philosophe suisse, polonais de mémoire, bon, avec quelques teintes de culture britannique maintenant, c'est autre chose, mais je suis tout autant, je ne sais pas, bushiningue, mauricien, maghrébin et ou africain de par mon cœur. Je pense très sincèrement que d'invariant, il n'y en a qu'un seul, dont nous soyons certains, et cet invariant, c'est notre humanité. Et c'est certainement là où convergent tous nos principes, que l'on soit croyant ou athée. Et de cet environnement pluriel, nous en sommes que locataires. Et de fait, nous en sommes les gardiens, je dirais même les dépositaires. Et de par là, je pense que la véritable question n'est pas si cette diversité est viable, oui ou non, dans nos sociétés modernes, mais tout simplement, que faisons-nous chaque jour pour apporter un peu d'harmonie dans un monde qui en manque un peu trop à mon goût parfois. Bref. Est-ce que c'est en excluant des groupes de gens? Est-ce que c'est en refusant de parler à certaines personnes? Est-ce en tenant un discours de haine? Est-ce par la répression? Je vous pose la question. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné. C'est que dès le départ, la France s'est voulue comme un mix entre le modèle républicain de la Rome antique et les démocraties grecques. Mais plus je regarde les infos sur mon PC, parce que ma télé depuis longtemps j'ai jeté, et plus je me rends compte que en fait c'est plus un mix entre 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Surtout quand je vois des gens qui me disent que le pays des droits de l'homme, en fait c'est le pays où il faut retourner ses poches pour en trouver, surtout si on est rome, noir ou musulman. Mais bon, revenons aux choses sérieuses. Je pense qu'il y a un fait que l'on ne peut oublier, c'est que la religion c'est aussi une philosophie, une éthique, une pensée pour le bien social, donc politique. Elle est de fait condamnée à participer dans l'espace public. Et je pense que, j'espère en fait, que la France saura retenir la leçon de pays comme la Pologne et bien d'autres pays de l'Union européenne qui ont bien compris la chose. Et vous savez quoi? J'ai entendu il y a quelques jours, il y a des gens qui font des histoires sur le menu des cantines scolaires. Mais déjà, leur dirais-je, allez donc trouver un menu aux personnes qui n'en ont pas à manger et qui vivent dans la rue. Ça serait un sacré progrès. Mais plus ça va, plus je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Car autant où l'on entend ces discours de haine, je pense qu'il est temps et plus que jamais d'agir. Et pour cela, je ne saurais que trop rappeler l'exemple d'Alekoum, qui, souvenez-vous, ces jeunes filles dans le film, qu'est-ce qu'elles font toute l'année? Elles organisent des conférences, des tables rondes, des journées portes ouvertes. Elles invitent des acteurs religieux, des représentants de l'État. Elles participent dans les médias et vont à la rencontre du public
ne serait-ce qu'avec une fleur de rose à la main. Et puis, bon, ici aussi, on a des initiatives plutôt sympas, des gens qui, de par leur spiritualité ou leur éthique, vont s'engager et aider des sans-abri, des étudiants ou le public, bref, œuvrer pour le bien commun. Et vous savez quoi? Ces gens m'ont toujours fasciné. Mais vous savez pourquoi? Parce que malgré les études, malgré le travail, malgré la vie de famille, ce sont des gens qui vont prendre le temps pour aller vers l'autre. Et ça, je trouve, ça rend magnifique. Vous savez, il y a un problème parce qu'on est dans une société, aujourd'hui, on nous dit justement que on n'a pas de temps. Il y a un truc que j'ai appris. Vous savez, j'aime beaucoup la randonnée. Et à force de marcher, que ce soit dans la forêt, la montagne ou le désert, j'ai appris une chose. J'ai appris que la vraie question n'est pas qu'on n'ait pas le temps, mais plutôt est-ce que ce temps, on le prend? Et plus ça va, et plus je suis convaincu, et plus que jamais, que ce monde qui va à folle allure appartient à ceux qui savent s'arrêter, pour méditer, pour entretenir les liens, pour partager, pour accueillir, pour aimer. Pour reprendre les mots de David Orr, qui est un militant écologiste que je ne connais absolument pas, mais je trouvais sa phrase très sympa, il disait que la planète n'a pas besoin de gens qui réussissent, mais elle a besoin, et à tout prix, d'acteurs de paix, de soigneurs, de rénovateurs, de conteurs d'histoires et d'amoureux de toutes sortes. Et ces gens-là ont bien peu de choses à voir avec le succès tel que notre culture le définit. Qu'est-ce que j'ai appris en Pologne? J'ai appris que, alors que nous parlons de changement, eh bien, n'oublions pas et n'oublions jamais que la société, la politique, dans son sens noble de la vie de la cité, eh bien, c'est nous tous. Chacun de nous et chacun pour tous. Nous voulons du changement? Eh bien soit, car nous en sommes les vecteurs. Et ne laissons personne le faire à notre place, n'en ayons pas peur. Il est très facile et même très très courant de se positionner contre les injustices, contre la haine. Mais cette démarche ne saurait être complète sans celle ô combien importante et difficile de se positionner pour la justice, pour l'amour. Et dans la vie comme en randonnée, j'ai appris que les plus beaux paysages sont rarement après les chemins les plus faciles. Et vous savez ce que j'ai envie de faire? À mes voisins, qui me représentent une France de haine et de répression, j'ai envie de leur montrer que être citoyen, c'est faire preuve d'amour et de compassion. Pour en venir à cette essentielle question, que faisons-nous donc pour apporter un petit peu d'amour, d'harmonie et de compassion? Je vais éluder la question car je pense que ce monde n'a pas besoin de réponse en mots, mais plus avec de l'action. Je vous remercie du fond du cœur.